Dans la série Le philosophe et ses questions, l'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à Boès, la consolation de la philosophie, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité juive. Et à la régie, notre ami Philippe Sinclair et Benjamin, et que nous remercions. Alors, nous intéressons aujourd'hui dans cette émission, et d'ailleurs dans la prochaine, à deux philosophes qui ne sont pas des plus connus, mais qui ont joué un très grand rôle dans l'histoire de la pensée philosophique, c'est-à-dire à Boès et à Asdai Crescas. L'un se situe à l'orée du Moyen-Âge et l'autre à la fin. Boès, 480-524, qui est au fond né à Rome et qui a été le témoin de la fin de l'Empire romain. Et de son côté, Asdai Crescas, 1340-1410, talmudiste et philosophe, né à Barcelone, conseiller du roi de Navarre Charles III, et qui a assisté aux prodromes et aux pogroms qui ont accompagné la fin des communautés juives en Espagne, presque un siècle déjà avant l'expulsion de 1492. Deux personnes, donc, deux penseurs, n'est-ce pas, qui ont connu la persécution, le martyre pour Boès, la mort de son fils pour Crescas, et qui, dans deux œuvres au fond très importantes, ont trouvé qui ont traversé le temps, et ils ont réfléchi profondément à l'ordre du monde et à la providence. Nous saluons l'entrée de notre ami le docteur David. Alors, après notre investigation sur les sciences humaines, on peut s'interroger, est-ce que lorsqu'on s'intéresse à la providence, on ne retombe pas, n'est-ce pas, dans l'obscur Moyen-Âge, comme disait Pétrarque et d'autres après lui, qui tentaient d'expliquer le cours du monde en interrogeant la providence, et surtout en rapportant ce cours du monde à la volonté divine, dont on sait très bien que Spinoza dira plus tard qu'elle est l'asile de l'ignorance. Alors, on verra ici peut-être qu'il n'en est rien, et que sous le nom de providence, ces grands penseurs, qui ne s'accordent pas en tout, ont proposé une explication au fond du temps du malheur et des catastrophes, des explications qui sont peut-être ni absurdes ni inutiles pour nous aujourd'hui. Alors nous commençons par Boès et par un texte de lui tiré de la Consolation de la philosophie, et nous écoutons notre ami Alexis Lacroix. Permets-moi de t'adresser quelques questions. Penses-tu, reprit la philosophie, que ce monde marche sans but et à l'aventure, ou es-tu persuadé qu'il est gouverné selon les lois de la raison ? Certes, répondis-je, le Créateur veille sur son œuvre. Tu déplorais que les hommes fussent exclus de la sollicitude divine, mais tu ne mettais pas en doute que le reste de la création ne fût gouverné avec intelligence. Dis-moi, puisque tu ne te contestes pas que c'est Dieu qui règle le monde, sais-tu aussi par quelle loi il le règle ? Je comprends à peine, répondis-je, le sens. Te rappelles-tu quelle est la fin des êtres ? Tu sais du moins d'où procède toute chose. J'ajoutais que c'est de Dieu. Je sais que je suis un être vivant, doué de raison et sujet à la mort. Ne sais-tu pas que tu es encore autre chose ? Il suffit, dit-elle. Je connais maintenant une nouvelle cause, la principale du mal dont tu souffres. Ce que tu es toi-même, tu ne le sais plus. L'oubli de ton être a troublé ton jugement, que tu te plains de ton exil et de la confiscation de tes biens. C'est parce que tu ignores la fin des choses que tu attribues aux méchants et aux pervers la puissance et le bonheur. C'est parce que tu as oublié les lois qui gouvernent le monde que les évolutions de la fortune te paraissent indépendantes de toute règle. Je tiens déjà un des éléments de ta guérison, la plus efficace de tous, c'est l'idée juste que tu te fais du gouvernement du monde en ne l'attribuant pas à l'aveugle hasard, mais à l'intelligence divine. Donc, ne crains plus rien, de cette imperceptible étincelle va bientôt jaillir à tes yeux une flamme vivante. Boès, la consolation de la philosophie. C'est donc dans le livre 1. Merci, cher Alexis, de cette belle lecture. Je pense que nos auditeurs auront compris qu'il s'agit d'un dialogue entre Boès, le philosophe, et la philosophie qui, encore une fois, dans une prosopopée, s'adresse à lui, à la première personne. Mais je crois que, en fait, pour suivre et comprendre ce texte,
Eh bien, il faut présenter Boès parce que il n'est pas, si vous voulez aussi, pas une star comme Kant ou comme Descartes. Et il a été, comme l'a dit Laurent Valla, le dernier des philosophes romains et le premier des scolastiques. Laurent Valla, le grand humaniste de la Renaissance. Un chrétien issu d'une grande famille romaine qui était proche de l'empereur Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, au moment de la querelle de l'arianisme. Il a d'abord voulu traduire en latin et rendre disponibles les œuvres d'Aristote et de Platon. Il a été influencé par les deux, et notamment la logique d'Aristote et de Porphyre. Et ce sont évidemment les fondements de ce qu'on a appelé la scolastique, la réflexion scolastique. Et donc Boès est celui, n'est-ce pas, qui a fondé d'une certaine façon cette scolastique qui a imprégné toute la philosophie médiévale. Et en effet, Boès est un auteur très lu. À partir de la première Renaissance carolingienne, Alcuin, Jean Scott Érigène, Abélard, Thomas d'Aquin, jusqu'à Dante, n'est-ce pas? Et même, j'en oublie, Albert le Grand et d'autres. Ensuite, Boès a joué un rôle évidemment tout à fait important, qui l'a d'ailleurs conduit à la prison et à la mort, dans la querelle de l'arianisme. L'arianisme, c'était l'inclination de l'empereur Théodoric, dont il était proche, mais qui a estimé être trahi par Boès, car Boès a défendu le point de vue trinitaire, et il a été accusé donc d'avoir pris contact avec l'empereur d'Orient, Justin, et d'avoir trahi Théodoric. Et cette accusation l'a conduit à la prison, à la mort, en a fait un martyr qui était considéré, béatifié plus tard par l'Église romaine. Alors, c'est dans son isolement qu'il a écrit La Consolation de la philosophie, d'où est issu le texte dont nous parlons. Évidemment, nous n'allons pas rendre compte de l'ensemble de la philosophie de Boès, qui est complexe, n'est-ce pas, qui est une grande philosophie et également une grande théologie, mais de ce problème de la providence. Car comment rendre compte du malheur? Est-ce qu'on le peut? Celui de Boès fut indicible, indescriptible, n'est-ce pas, accusé à tort, mis à mort pour ses convictions, martyr. Mais comment donc expliquer ce malheur du juste? Et eh bien, la philosophie, on s'avance pour finalement apporter une consolation, c'est-à-dire l'idée déjà que la philosophie, c'est ce qu'avait dit Platon, est une médecine de l'âme, n'est-ce pas, est une médecine. Alors, par l'intermédiaire de ce discours de la philosophie, dans ce texte, je crois qu'il y a essentiellement deux arguments fondamentaux. Premier argument, il y a un ordre du monde qui n'est par conséquent pas gouverné par le hasard, mais par Dieu et par ses lois. Donc il y a une rationalité du monde. Deuxièmement, la providence veille sur nous, car nous ne sommes pas soumis, grâce à elle, au destin. Alors d'abord l'ordre du monde. C'est une idée proche d'Augustin qui a écrit un livre sur l'ordre du monde. Il s'agit de reconnaître qu'il y a des lois et que le monde est gouverné, comme il le dit, par une intelligence, l'intelligence de Dieu. Autrement dit, le monde, position de Boès, n'est pas soumis au hasard et surtout de la philosophie, c'est ce que découvre la philosophie, au hasard et au désordre. Il n'est pas, par exemple, comme le dira Shakespeare plus tard, ou comme Shakespeare le fera dire à Macbeth dans une formule qui était très connue, il n'est pas un récit raconté par un idiot et ne signifiant rien. Non, le premier argument, au fond, de la philosophie, c'est de dire il y a un ordre, et dans ce texte, il est ajouté que c'est le plus efficace, justement, pour s'opposer à l'idée d'un gouvernement du monde par le mal ou par les catastrophes. Deuxième argument, la providence est plus forte que la fortune, plus forte que le destin, et pourquoi? Parce que le créateur du monde veille sur sa création, nous sommes protégés, et les méchants, au fond, on peut estimer qu'ils ne l'emporteront pas à l'infini sur les justes. Alors comment? Ce n'est pas dans cet extrait, en vérité, mais plus loin au livre 5, que Boès explique que les humains peuvent échapper au destin, peuvent échapper, il a toute une construction, n'est-ce pas, au fond du destin, à l'implacable roue des cercles de la fortune qui gouverne dans le temps toutes les choses qui sont mobiles, en s'unissant et en se rapprochant de Dieu, Dieu qui réside dans l'éternité. La providence
qui peut veiller sur nous. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est celle d'un Dieu éternel au-dessus du temps qui réside donc au-dessus du monde mobile. La philosophie donc peut nous consoler parce que c'est elle qui nous permet de comprendre la supériorité de la loi divine sur le destin, la supériorité finalement du christianisme monothéiste sur le paganisme. Alors, s'agit-il, une question qu'on peut se poser et que je vais vous poser, d'une perspective qui serait augustinienne, d'opposition entre la cité terrestre et la cité de Dieu? Alors, je vous indique tout de suite que un grand philosophe que j'apprécie beaucoup, enfin un grand penseur, John Greville Agar Pocock, eh bien, affirmait que non. Car en raison de la conception de Boès, pour lequel la providence surplombe le fatum, le destin, par la fortune, différence entre le destin et la fortune, Boès, eh bien, qui a été lui-même d'ailleurs un acteur politique de premier plan, il a eu des missions politiques, enfin c'était un homme politique, Boès, avant d'être, et en même temps qu'il était philosophe, au fond, ne développe pas une philosophie politique qui relève de la théodicée, et du salut, mais imagine une perspective qui explique au fond, comment Dieu, la cité céleste, permet à la cité terrestre d'exister par la consolation de la philosophie et de la foi. C'est pourquoi Boès est également lu, non seulement au Moyen-Âge, mais à la Renaissance, critiqué quelquefois, parce que là, à la Renaissance aussi, on a essayé de penser le destin, la fortune et évidemment la part de la liberté de l'homme qui réside dans la vertu. Alors, à partir de là, évidemment, je me tourne vers vous pour vous poser au fond un certain nombre de questions. Je commencerai par, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce que vous pensez de ce texte? Est-ce que vous êtes convaincu? Mais d'abord, je commence par Alexandre Adler. Alexandre, que pensez-vous de cette providence? Adhérez-vous à ces idées de Boès qui sont au fond dans son malheur tragique qui ouvre sur un certain optimisme? Peut-on guérir du malheur par la philosophie? Qu'est-ce que vous nous répondez, cher Alexandre? Moi qui suis évidemment un évémériste, je ne suis même pas un existentialiste, je suis un évémériste, c'est-à-dire que je pense que les théories sont quand même toujours... liées à la réalité. Oui, la projection d'une tragédie historique. Il est évident que, par exemple, tout l'existentialisme d'après 1945 a quelque chose à voir avec la tragédie qu'a été la guerre mondiale, de tous les côtés. Mais de la même manière, à cette époque-là, il y a une tragédie immense qui investit absolument toutes les sociétés du monde méditerranéen, même la société byzantine qui est en train de tirer son épingle du jeu avec Justinien. Mais bien entendu... l'Empire romain d'Occident particulièrement, avec les invasions barbares, la suppression des derniers restes de ce qu'était l'Empire romain, même si on va tenter de le restaurer sous diverses formes. Mais enfin, en tout cas, c'est une tragédie immense. Et comme cette tragédie fait aussi cortège aux difficultés que Boès a connues à cause de sa fidélité finalement au schéma de Nicée, c'est-à-dire un christianisme à la fois catholique et orthodoxe, qui lui a valu la persécution. C'est même une des raisons pour lesquelles on a songé à le canoniser, mais étant donné en fait son extraordinaire défense, du paganisme antique, en fait, de l'ensemble de l'héritage romain, y compris de celui qui n'était pas chrétien, eh bien, d'une certaine manière, il a été simplement béatifié. Et cette béatification est restée en l'air. Il n'a jamais été Saint Boès. Et finalement, c'est heureux pour lui, car ça le sauve, notamment à la Renaissance, où ça ne lui aurait pas joué les mêmes tours que cela a joué à Thomas d'Aquin. En tout cas, Augustin, bien sûr, mais lui, alors, il était vraiment hostile à l'Empire romain comme carthaginois, et il s'est amusé, en fait, de la fin de cet Empire romain et de son arrogance, et c'est une des raisons pour lesquelles sa cité de Dieu est une cité de Dieu qui ne veut rien avoir à faire avec ce qu'a été le défunt Empire romain. Boès, c'est presque l'inverse. Mais, en tout cas, Boès lui-même a été simplement béatifié. Et par contre, évidemment, la Renaissance
l'a redécouvert avec ravissement, puisque Et lui-même... critique, hein, parce que par exemple, Laurent Valla est très critique. Oui, bien sûr, parce qu'il y sa avait logique. sa logique et puis son apologie de l'Empire romain. Oui. Et là, Laurent Valla ne voulait rien en entendre parler, ni de la restauration d'un État impérial où que ce soit. Il voulait la République. Et ce n'est pas exactement ce que voulait Boès. Toujours est-il que c'est véritablement le penseur de la tragédie romaine. Et d'une certaine manière, c'est quand même quelque chose qui adombre et qui souligne, et je dirais aussi qui donne toute la valeur à cette philosophie, car au fond, cette déploration de Rome est une réflexion sur la viabilité d'un projet humain qui est un projet de cité. Alors certes, il n'est pas pour les jeux du cirque, il n'est pas pour toute cette église persécutée que Dioclétien, par exemple, avait fait monter avec une violence extraordinaire. Mais par contre, il est pour ce qu'a été l'Empire romain et sa grandeur, et il est, bien entendu, pour la philosophie de l'Empire romain, c'est-à-dire le paganisme antique. Il est pour le réhabiliter entièrement, c'est-à-dire Platon, et chercher la réconciliation entre un Aristote. Oui, déjà avant. Oui, un Aristote qui défend finalement un projet politique oui. Et un Platon qui défend non pas un projet politique, mais un projet philosophique pythagoricien. Et l'ordre mathématique du monde. Voilà, il a traduit le Timée, d'ailleurs. Sur la supériorité de l'ordre mathématique. Oui. Sur l'ordre... Et alors, comment réconcilier? C'est le dernier point sur lequel je voulais insister. Pourquoi, effectivement, y a-t-il cette idée de la providence? Eh bien, parce que tout ce projet, qui est véritablement la pensée par laquelle Boès a contre-investi tout le malheur qui a été le sien, la catastrophe, c'est de dire qu'il faut être patient. Il y a une patience du concept, c'est le terme heideggerien, mais enfin, il est très juste ici. Il y a une patience du temps. C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps mûrir un certain nombre de projets, c'est la providence. Et donc, laisser, au fond, tout l'agir humain, qui est un agir humain foncièrement bon et productif, donner tous ces fruits. De même que, finalement, Platon a précédé le christianisme et il a, d'une certaine manière, préparé. Bien. Merci beaucoup, Alexandre. Et vous, cher François, que pensez-vous de ce texte? Qu'en retenez-vous? Et que pensez-vous de la conception boétienne, de la providence et au fond, des manières d'échapper ou de retomber sur ses pieds après les catastrophes? Alors, la consolation, elle tient à la fin du texte, à cette idée que si nous avions une conception vraie de notre nature, nous ne serions plus à consoler. Alors, il y a une analogie, je suis entièrement d'accord avec Alexandre d'ailleurs, il y a une analogie avec Platon, plus exactement, alors soyons encore plus précis, avec la situation de Socrate dans sa prison, qui attend la mort, et qui n'a nul besoin d'être consolé par la philosophie, parce qu'il est le philosophe, et il y a une différence déjà à ce point de vue. Mais alors, je voudrais entrer un peu dans le détail de la situation de Socrate et de son état d'esprit. Alors, il dit... Oui, je vais quitter ma vie terrestre et mortelle, ma carcasse mortelle. Si d'ailleurs j'avais simplement le souci de me sauver, je serais parti, il dit, en Béotie. Bon, je serais parti en Béotie, je me serais enfui. Donc pourquoi je ne m'enfuis pas? Parce que, j'accepte le verdict de mes concitoyens, mais surtout parce que ma vie entière a été une préparation à une mort qui est en fait le passage à ma vraie nature. Alors voilà toute la question. Quelle est la vraie nature? Elle est dans le royaume des idées. Alors selon Platon, ce royaume des idées est la matrice du monde sensible. L'essence de la réalité. Oui, Dieu est en réalité un principe du bien, ou comme dira Leibniz, un principe du meilleur. Et donc à partir des idées... avec lesquels nous nous sommes familiarisés en faisant des mathématiques, la vie de quelqu'un comme Socrate a été déjà une préparation qui évite la consolation.
n'a pas besoin de consolation parce qu'il est déjà dans cet état d'esprit où sa vraie nature va s'imposer. Et donc la mort est un passage à la vraie nature. C'est d'ailleurs l'énormité de cette philosophie platonicienne qui, du point de vue du vécu, si je puis dire, paraît énorme parce que quelqu'un qui va subir un supplice, et en plus pas particulièrement indolore, évidemment, peut difficilement rester serein. Mais Socrate reste serein. Et alors, je pense qu'il y a une perspective philosophique avec des rebondissements, si on veut, chez Popper, chez Husserl, où le monde intelligible existe. Sans doute y a-t-il un monde sensible, mais il y a le monde intelligible et en réalité il est supérieur, si on veut. C'est-à-dire, du point de vue du principe, c'est lui qui gouverne. Voilà le point important, à mon avis. Et c'est vrai que le Boès du dialogue est au-dessous de la philosophie platonicienne, et la philosophie lui rappelle comment il devrait se comporter. Merci beaucoup, François. Alors, je me tourne vers vous, docteur David. La question que je vais vous poser est très simple. Est-ce que, au fond, la philosophie peut être une médecine de l'âme, n'est-ce pas, comme... et en particulier, est-ce qu'elle peut guérir, comme la Providence, au fond, s'occupe de nous, n'est-ce pas? Selon la Providence s'occupe de nous, des individus que nous sommes. Qu'en pensez-vous? Et que retenez-vous de ce texte? Je pense que actuellement, la philosophie est une médecine de l'âme. Qu'elle a remplacé d'une certaine manière dans les médias et pour les gens l'importance qu'a eu à un moment au temps de Lacan la psychanalyse, et que en effet les gens vont dans des cafés philo, vont écouter vraiment de la philosophie. Et peut-être qu'une autre branche, à la limite de la philosophie dont on a parlé, qui sont les mathématiques, est une autre manière de se plonger en cas de douleur dans un monde, dans une activité intellectuelle qui nous fait oublier le monde. Oui, Pascal, par exemple, soignait ses migraines gravissimes par les mathématiques. C'est l'exercice qui lui enlevait la douleur. Donc c'est bien qu'en effet, c'est une façon d'être consolé, d'occuper sa psyché à autre chose que sa souffrance. Merci beaucoup, docteur. Et vous, cher Alexis, au fond, ma question est toute simple. Est-ce que, au fond, ces réflexions sur la Providence, parce que sur la Providence et sur une explication de l'injustice, n'est-ce pas, qui est faite aux bons, et de la récompense qui est donnée aux méchants, est-ce que ça a, à votre avis, une actualité? Est-ce que c'est important pour nous aujourd'hui? C'est une double actualité, au sens où, effectivement, si on lit Emil Fackenheim, les philosophes qui ont médité sur la solution finale, notamment, et sur le délaissement des victimes, livrées à un ordre inique, arbitraire et d'une extrême violence, le national-socialisme, évidemment, ça a ruiné, en apparence tout au moins, cette odyssée du bien. C'est la critique de Fackenheim, c'est aussi une critique de Jonas, dans un livre sur le concept de Dieu après Auschwitz, donc tout ça est vrai. Néanmoins, sur le fond, c'est-à-dire au-delà de cet épisode historial, si vous voulez, au fond de la guerre civile européenne, si on va très vite, du siècle des extrêmes, enfin on l'appelle comme on veut, avec Hobsbawm, au-delà de cela, il y a quand même aussi une fécondité métaphysique du temps. Et celle-ci, métaphysique du temps. Et celle-ci... Mais c'est pas le cas pour Boès. Hein. Non, mais celle-ci, je crois, alors ça n'est pas comme Boès, mais en revanche, il y a des échos. Celle-ci a été axiomatisée par Bergson, et illustré par le grand roman, enfin le roman à rebondissement, à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, où il est toujours possible, pour les différents acteurs, de rebrousser jusqu'au mauvais embranchement. Vous voyez, c'est-à-dire... Attendez, vous permettez que je vous arrête une minute, je vais vous dire pourquoi. Parce que, bien sûr, là, en ce sens, vous avez raison, nous sommes des modernes, c'est-à-dire que nous croyons à la productivité ou à la destructivité du temps, mais nous croyons à l'existence du temps. Mais ce n'est pas du tout le cas, n'est-ce pas, ni pour Saint-Augustin, ni pour Boès. Alors vous allez voir là où je veux en venir. Oui. Là, le point commun, c'est que ce sont deux façons non comparables, mais qui finalement se rejoignent, et sur le plan de l'existence, du rapport à l'existence, aux souffrances de l'existence, de déconstruire le destin. De déconstruire la fatalité du destin. Oui. De désactiver le fatum dans le destin. Ce qu'il y a de fatum dans le destin. D'accord. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là,
de ce point de vue-là, même si je ne compare pas les pensées de Bergson et de Boès, il y a une onde de choc en quelque sorte de cette pensée de Boès dans notre modernité. Vous voyez, la meilleure part de la culture moderne, l'imagination créatrice. Voilà, la meilleure part de la culture moderne, philosophique moderne, elle est antidéterministe. D'ailleurs, Raymond Aron a commencé sa grande bataille contre le siècle des totalitarismes en abattant, dans l'introduction à la philosophie de l'histoire en 1938, le déterminisme historique. Donc la meilleure part de la culture contemporaine, elle est antifataliste. Elle pense qu'on peut défataliser les processus de l'existence individuelle comme de l'existence collective. Donc ça, c'est un écho à la pensée de Boès, je crois, très profond. Je vous remercie beaucoup. Alors, Alexandre, avant de vous laisser conclure, je voudrais quand même me faire remarquer que, bien sûr, Boès combat de toutes ses forces le fatalisme, mais en revanche, comment le combat-il ? Eh bien, il le combat en demandant que nous rejoignions une autre sphère où il n'y a plus de temps, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la sphère où Dieu réside, la sphère de l'éternité. Alexandre. C'est-à-dire que il n'y a pas de conception du temps. L'infinie miséricorde de la providence, oui, elle n'est pas dans le temps d'une certaine manière parce que c'est un temps transcendantal. On est passé déjà dans une autre dimension de la réalité, c'est vrai. Mais en même temps, ce passage au transcendantal se construit à travers quand même la productivité du temps. C'est-à-dire qu'il y a... Parce que vous êtes un moderne, tous les deux, vous êtes des modernes, mais c'est pas ça comme ça que pense Boès. C'est ce que pense Mouzil, en tout cas. Oui, Mouzil. C'est-à-dire dans l'homme sans qualité. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, le temps se réinvente. C'est ce que pense aussi Alice, un grand logicien comme était Lewis Carroll, oui, avec Alice au Pays des Merveilles. C'est vrai. Le Pays des Merveilles d'Alice, c'est oui, effectivement le monde transcendantal. C'est ce que pense Einstein d'une certaine manière aussi. Einstein particulièrement. La logique chez Boès, au moins où on sera arrivé à ce résultat grâce à vos observations, tient lieu, n'est-ce pas ? C'est dans la logique transcendantale, que ça tient lieu de temporalité. Mais ce n'est pas... c'est pour ça qu'il a été aussi critiqué d'une certaine façon à la Renaissance. Mais nous allons voir, comme la semaine prochaine, comment Azai Crescas traitera à son tour le même sujet. Merci à vous tous. Merci beaucoup.